Bienvenue sur Électron Libre, le podcast où on éclaire les coulisses du réseau de distribution wallon et des questions énergétiques, sans trop se prendre au sérieux, mais sans éviter les vraies questions. Avec Fernand Griffinet, on va nourrir le débat, ouvrir des perspectives et surtout vous donner envie de participer à la discussion. Bonjour Fernand Griffinet. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un dossier un peu particulier. Récemment, le VIF titrait « La débâcle du réseau électrique gravement saturé », en parlant même d'un risque de faillite de la Wallonie. Les mots sont quand même très très forts. Mais oui, donc on sort du premier chapitre, vous vous souvenez, placer le décor, les acteurs, tout ça, on estime qu'on en a terminé, et on entre un petit peu dans une deuxième approche, peut-être plus intéressante que la première, qui était fort descriptive. Ici, on va engager des thématiques, et celle que vous évoquez, c'est en réalité celle du problème de la puissance électrique. Mieux dit, du problème de la rareté de la puissance électrique. C'est bien de cela qu'il s'agit. Concrètement, c'est quoi ? Soyons très concrets. C'est des entrepreneurs qui ont des projets. Forcément, pour réaliser ce projet, ils ont besoin de puissance électrique. Et aujourd'hui, depuis un an ou deux, si je veux être plus précis, on n'est plus toujours en mesure de leur dire tout simplement oui. Alors que pendant des années, la réponse évidente à ce genre de questions était oui. On prend un petit peu de temps pour réaliser, etc. Mais fondamentalement, la réponse était oui. Aujourd'hui, il y a des projets, il y a des entrepreneurs à qui nous ne sommes plus en mesure de dire oui, à qui nous ne sommes plus en mesure de donner satisfaction. Et ce n'est pas peu de choses. À l'heure où je vous parle, c'est 1000 dossiers à l'échelle ORES, auxquels on ne peut pas répondre favorablement. Sur 122 postes, vous vous souvenez, on a parlé de ces postes de transformation qui sont l'interface entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Sur 122 postes ORES, il y en a 108 qui sont réellement sous pression. Donc de ce point de vue-là, j'ai du mal à dire que les mots du VIF sont trop forts. Non, ils ne sont pas trop forts, ils sont plutôt à la hauteur du problème. Par contre, en parlant de faillite wallonne, je pense que le VIF omet un élément essentiel, ce n'est pas un problème wallon, c'est un problème européen, ce n'est pas un problème wallon, il existe en Flandre et il existe dans l'immense majorité des pays qui nous entourent, des pays européens. C'est lié à la transition énergétique et à la difficulté que les réseaux ont de suivre le rythme, si je puis dire, de cette transition. Et concrètement, qu'est-ce qu'ORES peut faire pour gérer ce problème ? Et pas trop vite. Avant d'évoquer les solutions, avant d'évoquer les remèdes, si on essayait tout simplement de comprendre mieux le problème. Il n'est pas si simple que ça. Et surtout, je constate qu'il n'est pas si bien compris. Je suis parfois surpris de la façon dont on exprime le problème. Et donc, ça mérite, ce n'est pas une perte de temps, ça mérite qu'on en parle un peu. Premier rappel, maintenant vous êtes habitués à mes comparaisons et à mes simplifications. Tout réseau, pas seulement le réseau électrique, tout réseau a une limite. Allez, on reprend l'exemple que j'aime bien, le réseau autoroutier. Prenons comme postulat qu'on décide qu'il ne faut plus d'embouteillage pour les naveteurs qui entrent à Bruxelles tous les matins. On ne veut plus d'embouteillage. La question, elle est assez simple. Combien de bandes de circulation faut-il au Carrefour Léonard ? Désolé pour ceux qui arrivent par Liège, moi j'arrive par Namur. Combien de bandes faut-il au Carrefour Léonard pour garantir l'accès à Bruxelles à tous les automobilistes avec l'assurance qu'il n'y aura pas d'embouteillage ? Monde parfait, évidemment, ça fait rêver. J'ai été 20 ans à Bruxelles, donc j'imagine à quel point ça pourrait être agréable. Combien de bandes ? Beaucoup. Et même avec beaucoup, on a deux réflexions qui nous viennent à l'esprit. L'immense majorité du temps, 90%, 95%, ces bandes ne servent à rien. Il n'y a pas une voiture dessus. Elles sont mobilisées 2 heures le lundi matin et un peu le mercredi. Mais fondamentalement, l'immense majorité du temps, ces bandes ne servent à rien. Et deuxième réflexion, vous avez beau multiplier les bandes, la garantie du 100% pas d'embouteillage, vous ne pouvez jamais la proposer. Suffit d'un accident. Suffit de conditions climatiques un peu particulières ou très particulières pour que malgré toutes ces bandes, on ait quand même une difficulté et un embouteillage. Et donc, ce n'est pas en ces termes, ce n'est pas combien de bandes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage, ce n'est pas en ces termes que se pose la question. Tout ici, comme souvent dans ce genre d'analyse, c'est finalement un arbitrage coût-bénéfice. Combien de moyens voulons-nous consacrer ? Ou dit autrement,
quel niveau d'embouteillage, pas zéro, quel niveau d'embouteillage sommes-nous prêts à accepter pour que le coût des autoroutes reste supportable pour chacun d'entre vous? En électricité, c'est pareil. Toute ligne, tout câble, tout transformateur, toute cabine, tous ces éléments qu'on a évoqués dans les podcasts précédents, ils ont nécessairement une limite physique. Comme une bande de circulation. Il y a un moment, s'il y a trop de voitures, la bande va commencer à se mettre à l'arrêt. C'est la même chose dans nos infrastructures, avec une différence notable qu'on a déjà évoquée. En électricité, on n'a pas d'embouteillage. Vous savez, les embouteillages, on les voit comme quelque chose de négatif. C'est vrai, on perd son temps dans un embouteillage. En réalité, c'est quelque chose de salvateur, un embouteillage. Un embouteillage, c'est ce qui permet de gérer un dépassement de limite. Il y a trop de voitures par rapport à la limite de la bande, sans casser l'infrastructure. C'est vrai. Quand vous repassez après l'embouteillage au Carrefour Léonard, il est toujours tout beau. Il tient toujours, il fonctionne directement. En électricité, désolé de vous choquer, on n'a pas l'élément salvateur de l'embouteillage. Autrement dit, on ne peut pas dépasser la limite. C'est juste interdit. Sinon, c'est l'effondrement du réseau et on doit gérer des problèmes nettement plus importants. Quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Bien. Où se situe le problème? Très concrètement, essayons de focaliser maintenant sur notre réseau électrique. Vous vous rappelez la différence qu'on a évoquée entre le réseau de transport et le réseau de distribution? Allez, sommairement, et je caricature, ce réseau de transport qui répartit la puissance que les centrales produisent ou que l'on importe en Belgique, qui répartit cette puissance-là dans les différents points du territoire et puis qui passe le relais au réseau de distribution, dont lui, la vocation est plutôt d'aller amener de la puissance électrique et de l'énergie au client pour que lui puisse l'utiliser. La frontière entre le réseau de transport et le réseau de distribution, souvenez-vous, c'est le poste de transformation. C'est là, on va appeler ça la sortie d'autoroute, c'est un petit peu là que le monde change, que le transport et la distribution se retrouvent. Faisons l'hypothèse qu'il y a assez de puissance disponible au niveau de la production. Allez, ce n'est pas là que se situe le problème, ça n'a pas toujours été le cas, le débat sur le nucléaire, etc. Mais allez, imaginons, le problème n'est pas au niveau de la production. On a ce qu'il faut de ce point de vue-là. La puissance doit donc être acheminée par des lignes haute tension, puis transformée par des transformateurs, avant d'être acheminée sur le réseau de distribution. C'est ça qu'on a expliqué. Allez, prenez un transfo de 48 MVA, c'est un peu le standard. Donc voilà la puissance qu'il est capable de donner. Il est limité, vous vous souvenez, c'est une limite physique, il est limité à 48 MVA. J'ai contractualisé des clients pour 47,5 MVA. Et voilà un client qui arrive et qui me dit « Moi, j'ai besoin de 5 MVA de plus. » Ben, vous avez compris, ce n'est pas possible. La réponse ne peut être que non, je ne peux pas donner, c'est mes 1000 clients que j'évoquais tout à l'heure. Elia n'a pas plus que 48 MVA, 47,5 sont déjà pris, on m'en demande 5, je ne peux donc pas dire oui à ce client. C'est ça le problème que nous évoquons aujourd'hui. Est-ce qu'il ne suffirait pas de mettre un transformateur plus gros ou éventuellement un deuxième Ouais. Alors, non, il ne suffirait pas. Mais c'est ça qu'il faut faire. Effectivement, vous avez raison. La seule solution, si c'est 48 là, enfin la principale et la première solution, on verra que c'est un tout petit peu plus subtil, mais c'est effectivement d'en mettre un plus gros, comme vous le dites, ou d'en mettre un deuxième à côté. Et c'est tellement vrai que c'est une partie de la solution que c'est ce qu'Elia fait. Aujourd'hui, Elia a un niveau d'ambition jamais atteint par rapport à cette modernisation, ce remplacement de son parc de transport. Mais vous êtes bien d'accord, on a déjà évoqué aussi cette question-là, ça prend du temps et ça prend des moyens. Est-ce qu'on a ces transformateurs? Est-ce qu'ils sont disponibles? À un moment, j'ai dit que c'était un problème européen. Ben tiens, toute l'Europe veut des transformateurs. Et si on les a-t-on les ressources humaines, financières pour les mettre en œuvre? Et si on les a, ça prend du temps. Donc la solution, on le sent bien, n'est pas immédiate. On n'est pas sur le claquement de doigts qui règle le problème. On est dans du moyen terme. C'est aussi des notions que j'espère on a bien installées lors du premier chapitre. Plus prosaïquement, est-ce qu'on a la place physiquement dans ce fameux poste de transformation pour aller en mettre un plus gros ou un deuxième, comme vous êtes en train de le dire?
Et puis imaginez que vous réglez les problèmes de transfo. Et partout, dans toute la Wallonie, tiens, mais 108 sur 122, je ne sais plus combien j'ai dit tout à l'heure, là, mais 108 sur 122, comme ça les gens savent que j'ai des copions et quand il y a des chiffres, je suis en train de les lire. Mais 108 sur 122, imaginez qu'avec une baguette magique, Elia multiplie la capacité au poste par 2, 48 devient 96. Il faut encore y arriver à ce transfo. Et là, c'est la question des lignes haute tension qui va se poser. On a beau multiplier la capacité des transferts en donnant tout le temps plus, si les lignes ne sont pas dimensionnées pour ramener cela, eh bien on aura juste dépassé le problème à un niveau qui est encore plus complexe à régler, parce que croyez-moi, moderniser et augmenter la capacité de lignes à haute tension, boucle du Hainaut si je peux parler d'autre chose, on voit que ce n'est pas si simple que ça. Et donc vous nous dites que tout ça, c'est la faute d'Elia. Je ne dis pas que c'est la faute d'Elia, je dis que c'est la responsabilité d'Elia. Ça, c'est le point peut-être, effectivement, où j'ai envie que les choses soient claires. Mais c'est fort différent. Je n'aime pas les notions de faute. Par contre, j'aime bien, parce que je pense que pour régler un problème, il le faut, j'aime bien qu'on détermine clairement qui a quelle responsabilité. On verra qu'Ores a des responsabilités. Mais si on fait l'économie de se poser la question des responsabilités, alors on gère mal la question des remèdes, celle que vous me posiez tout à l'heure. D'abord, avant de se poser les questions des solutions qu'on va mettre en œuvre, il faut bien comprendre où est le problème pour bien identifier qui peut faire quelque chose. Est-ce qu'Ores peut mettre un transfo à côté d'un transfo de 48 MVA, d'en mettre un autre de 48 MVA pour régler le problème? Non. Ce n'est pas notre métier, nous ne sommes pas compétents. Est-ce qu'Ores peut faire quelque chose sur les lignes haute tension? Non, nous ne sommes pas compétents. On est en aval de ce poste de transformation. J'essaye juste de ne pas indiquer des fautes, j'essaye juste de préciser qui fait quoi pour qu'on ne se trompe pas à l'heure de décider ce qu'il faut faire pour essayer de régler le problème. C'est ça mon seul objectif. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Est-ce qu'on n'aurait pas dû mieux ou plus anticiper? Je n'ai pas envie de vous dire qu'on a tout bien fait. Objectivement, personne ne le croirait. Et vu la situation, c'est quand même à nous aussi de faire les choses. Et peut-être ne pas convaincre, c'est ne pas bien faire. On n'est peut-être pas parvenu à convaincre qu'un problème allait arriver. Et ça, c'est toujours interpellant. Cela dit, si je me reporte il y a 3-4 ans, moi je me souviens d'Elia, je me souviens encore mieux d'Ores, qui annonçait des difficultés, qui annonçait des scénarios. On ne pouvait pas le prouver, c'était des scénarios, mais qui étaient plutôt préoccupants. Et qui annonçait derrière des mesures, des plans d'investissement, qui coûtaient de l'argent, évidemment, sinon ça serait facile, on les aurait acceptés. Et à ce moment-là, il y a 3-4 ans, on n'a pas su convaincre, parce qu'on n'avait pas assez d'éléments, parce qu'il y avait encore des raisons de douter, parce que certains consultants ont dit qu'on se trompait. On n'a pas su convaincre que les difficultés étaient là, allaient arriver. C'est important, j'y reviendrai, anticipation. Donc, je ne pense pas qu'on a mal anticipé. On a proposé des scénarios avec des niveaux de croissance très importants. Le gros problème, c'est qu'on constate qu'aujourd'hui, ces niveaux de croissance qu'on imaginait en 2030 ou en 2035, ils sont dépassés en 2026. Et c'est ça le vrai travail que l'on doit faire. Moi, ça ne m'intéresse pas de me dire qui a mal fait, qui a bien fait, voilà. On sort de la responsabilité collective. Alors, responsabilité collective, on dit toujours, c'est la meilleure façon de ne dire à personne que c'est de ta faute. Oui, bien sûr. Mais on sort, je vais le dire autrement, qu'on ne réglera le problème que si tous ensemble, on décide d'une orientation, de moyens à mettre en œuvre. Et c'est cela qu'il faut faire. Je crois que le problème n'est pas tant dans la difficulté d'anticipation ou dans l'absence d'anticipation que tout simplement dans l'afflux de demande. J'ai des métriques, des chiffres qui sont hallucinants, ou qu'on regarde, j'ai envie de dire. Si on regarde, et je ne citerai que ce chiffre-là, mais j'en ai plein d'autres, si vous voulez m'en demander, on vous les donnera en commentaire. Mais si je vous regarde tout simplement l'afflux des demandes, sur 5 ans, en distribution, on a fait x4, pas x1,5, quoi. Ce n'est pas des inflations ou des indexations, des croissances comme on a l'habitude, x4. Et en transport, on a fait x6. Donc voilà, je ne veux pas éviter la question des responsabilités, ce n'est pas ça le souci. Je dis simplement que si ce qui anime les gens, c'est de régler le problème des 1000 clients qui aujourd'hui ne se voient pas dire oui, il y a sans doute plus urgent et plus intéressant à faire que de se poser la question des coupables. Et justement, on fait quoi? D'abord, je crois que vous l'avez compris, on investit dans l'infrastructure. Ça, c'est fondamental et je le dis toujours, je le répète ici, il y a bien sûr d'autres solutions que d'infrastructure. Je ne m'en méfie pas, je les encourage. Je ne m'en méfie que si elles servent et elles sont mobilisées
pour faire croire qu'on peut régler le problème sans investir dans l'infrastructure. On lui demande beaucoup plus, vous l'avez bien compris, des pompes à chaleur, des bandes de recharge, du photovoltaïque, du renouvelable, de la transition énergétique et de la décarbonation de l'industrie. On demande de plus en plus à cette industrie. C'est le x4, x6 des demandes auxquelles nous sommes confrontés. On sent bien qu'il faut l'amener à un autre niveau. Vraiment, on doit dépasser les niveaux que l'on a. On le fait déjà. On le fait déjà. En 2019, qui n'était pas une petite année en matière d'investissement, on investissait 162 millions chez Ores dans notre réseau électrique. Et bien en 2026, on a fait x3. On n'a pas anticipé. On a fait 477. Ce n'est pas assez. On va devoir s'établir durablement quelque part autour de 600 millions d'euros d'investissement chaque année dans les réseaux. Oubliez les chiffres. Retenez les ordres de grandeur. De 162, on passe à 477 et puis on va aller à 600. On sent bien qu'on doit changer de braquet. On n'est plus sur les logiques. Tiens, je reviens sur Pogacar avec mon braquet. On n'est plus sur les logiques qui étaient celles du passé. On doit donc augmenter nos budgets d'investissement. On l'a fait. On a augmenté notre personnel. On a augmenté nos achats d'équipements, on a augmenté nos contrats d'entrepreneurs. Tout ça augmente année après année. Ce n'est pas fini. Et je vous dis, ce qui change fondamentalement, c'est l'ampleur de l'effort. Et puis, on revient sur votre qui a mal fait. Je trouve que la notion de l'investissement sur le qui a mal fait, elle est particulièrement parlante parce qu'on sent bien que c'est une situation de responsabilité collective. Il n'y a personne qui, à lui tout seul, peut décider de passer, de changer de braquet en matière d'investissement. Chaque acteur a son rôle. D'abord, les gestionnaires de réseau. D'abord, Ores et Elia. Nous devons proposer un plan d'adaptation sur base d'hypothèses de croissance. D'hypothèses de croissance qu'on ne doit peut-être pas nous nécessairement fixer. Et là, c'est peut-être à des autorités politiques de nous dire voilà le cadre de croissance que par nature personne ne connaît. Mais en tout cas, voilà le cadre de croissance dans lequel on vous demande de vous inscrire. Et sur base de ça, et de votre connaissance du réseau, proposez un plan d'adaptation. Et j'ai envie de dire, si on a des hypothèses de croissance et que le plan d'adaptation que nous proposons n'est pas le bon, là, on peut parler de responsabilité du gestionnaire. Mais au final, nous ne déciderons pas. J'ai dit, nous proposons un plan d'investissement, nous proposons des plans d'adaptation. Au final, ce sont les gestionnaires de réseau, le politique sur des hypothèses, et puis, souvenez-vous, notre régulateur, celui qui tient les cordons de la bourse, il faut bien le rappeler comme ça, et qui parle d'investissement, parle aussi d'argent, désolé. Eh bien, à nous trois, nous devons nous accorder sur un point d'équilibre. Chez Ores, par rapport à cette question, qui est très importante, on a arrêté 2 principes directeurs. Le premier, c'est l'anticipation. Allez, il faut arrêter de dire « mais non, on n'y croit pas, on verra ». Si le dossier puissance dont on parle aujourd'hui nous a appris quelque chose, c'est qu'il faut agir avant. C'est terrible d'être confronté à 1000 demandes qu'on ne sait pas régler. D'autant plus que la réponse est « on verra dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans ». On ne sait pas régler tout ça en un an. Il faut éviter que les choses se produisent, se concentrent, se cristallisent. Il faut anticiper les choses. Donc l'anticipation est importante. Mais ça ne peut pas être la seule vertu cardinale de notre réflexion. Directement, le deuxième principe essentiel, c'est la responsabilité. On ne peut pas proposer n'importe quoi. Comme je le disais à l'Assemblée générale d'Orez, on me demande de traverser l'Atlantique. Eh bien, effectivement, je dis à mon régulateur, je dis à mes autorités politiques, je dis à mes actionnaires, moi, je ne fais pas ça en coucou. Désolé, c'est moi qui serai dans l'avion quand on va se prendre un coup de tempête. Si je ne crois pas en l'avion, je ne le fais pas. Mais ce n'est pas parce que je refuse le coucou que je vous demande le Concorde avec ses gaspillages de kérosène, avec son champagne et son caviar à bord. Ce n'est pas ça la solution. Nous devons mettre en place, c'est ça le sens des responsabilités, nous devons mettre en place un niveau d'avion qui nous permette de faire ce que l'on fait en sécurité, de façon qui nous permette de satisfaire nos clients, mais pas plus, anticiper responsablement. J'ai envie de dire que c'est tout l'enjeu. On comprend bien que nous avons une forte une mission de proposition par rapport à cela et de conviction des autorités et de ceux qui payent au final, ceux qui nous écoutent, là, qui vont devoir payer tout cela et qui disent « mais je paye pourquoi ?» Eh bien, vous payez pour ça, pour avoir ce réseau électrique
ossature, colonne vertébrale de la transition énergétique et pour être le moins possible soumis demain à des difficultés comme celles qu'on évoque aujourd'hui. Donc, si on vous comprend bien, tout ça, c'est pas qu'une question d'argent. Non, c'est pas que une question d'argent, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est aussi une question d'argent. C'est pas que une question d'argent, mais c'est aussi une question d'argent. Et qu'est-ce qui entre en jeu d'autre? En électricité, vous savez, on a vécu jusqu'à présent dans ce que j'appelle le confort des 4 tout. J'ai droit à tout, tout le temps, partout, tout de suite. Eh bien, ce j'ai droit à tout, tout le temps, partout, tout de suite, je l'ai dit il y a 1 an et demi, je crois, je le redis, c'est fini. C'est fini. Si on nous demande encore ce monde-là, il est impayable. Il est impayable. Il faut s'habituer d'urgence, à ce que ce ne soit pas tout le temps, à ce que ce ne soit pas partout, à ce que ce ne soit pas tout, ou en tout cas tout de suite. Allez, on essaye de regarder ce que ça veut dire tout le temps. Je veux une puissance, comme on l'a toujours eu, je veux une puissance de X mégawatts de 0 heure à 24 heures du 1er janvier au 365, au 31 décembre. Ça, c'est un gaspillage parce que je n'utilise pas la même puissance de 0 heure à 24 heures du 1er janvier au 31 décembre. Exemple assez simple. On va électrifier les bus en Wallonie. Les techs, les sociétés privées qui font ce genre de métier vont électrifier progressivement leur flotte de bus. Elles nous demandent de la puissance, elles nous demandent beaucoup de puissance électrique. Si on leur donne tout le temps tout ce qu'ils veulent, mais ils vont en faire quoi quand les bus roulent? Or, vous savez, les bus, normalement, à 6 heures du matin, ils ne chargent plus, ils ont mieux à faire. Et jusque, je ne sais pas quelle heure, 7-8 heures, ils ont mieux à faire que charger. Les bus, c'est une bonne nouvelle, ils chargent la nuit. Comment va-t-on pouvoir leur donner satisfaction pour qu'ils chargent la nuit, et puis qu'ils aient un petit rabio de puissance, parce qu'il y a toujours bien un truc à recharger à midi, quelque part, etc., et qu'ils laissent la place, qu'ils laissent la puissance qu'ils ont utilisée à la nuit à des usines, à des entrepreneurs, à des projets qui en ont besoin à un autre moment. Et voilà, ça n'est plus tout le temps. On va faire ce que l'on appelle des profils de consommation. Sur les 24 heures, on va essayer de développer quelque chose. Partout. Est-ce qu'on met un data center où on a envie de le mettre? Non. On va essayer de le mettre où il gêne le moins d'autres situations, un hôpital ou un projet industriel qui produit 1000 emplois. On va essayer de choisir. Tout de suite, pas nécessairement. On va commencer avec une partie de ce que vous avez besoin. Et puis, l'ambition est bien, progressivement, au fur et à mesure où on modernise le réseau, d'augmenter la voilure et de vous donner ce dont, au final, vous avez besoin. Et donc, pour mettre ce nouveau paradigme en place, et je me rends bien compte que ce n'est pas rien. C'est facile à dire et on se dit, ah bah oui, ça a l'air vrai ce qu'il raconte. Mais pour le client, c'est un changement assez fondamental de sa relation au réseau, de sa relation à l'électricité. Eh bien, pour mettre cela en place, c'est plus de l'argent qu'il va falloir. C'était ça votre question, je pense. Ce sont des règles, oui, mais aussi des comportements. On le sent bien, il va falloir qu'on s'habitue à cela. Et le gouvernement wallon, il travaille d'arrache-pied, avec nous d'ailleurs, hein, on est très impliqués là-dessus, pour inventer, pour mettre en place ces nouvelles règles. On a déjà un décret qui a été voté, on a un deuxième qui est en piste, j'ai envie de dire, qui est déjà passé devant le gouvernement et qui va vraiment dans la bonne direction. Et j'ai envie de dire, au final, ça va assez vite. Je suis quand même surpris de ce que l'on arrive à mettre en place dans la bonne direction assez rapidement. Comme ça, l'urgence, parfois, ça nous permet de faire des choses qu'on ne croyait pas qu'on était capable de faire. On va donc proposer des contrats de raccordement qui ne sont plus tout le temps, partout, tout de suite. On va faire varier la puissance en fonction des saisons. Oui, l'hiver, l'été, on ne pourra peut-être pas offrir tout à fait la même chose. Entre la semaine et le week-end, on sait tous qu'on vit un peu différemment entre la semaine et le week-end. Eh bien, ces profils pourront peut-être être adaptés. Et même à l'intérieur de la journée, c'est ce que j'expliquais avec les bus. À la nuit, vous avez la place, mais laissez-la à d'autres dès que vous roulez. On va tous ensemble faire des choix. Et ça, c'est pas facile de faire des choix sur l'affectation de la puissance, puisqu'il n'y en a pas assez. Quand une ressource est rare, elle doit être partagée. Comment est-ce qu'on la partage le plus utilement possible? Comment est-ce qu'on choisit entre un hôpital, entre une prison, entre un projet industriel qui crée 500 emplois ou qui n'en crée pas? On choisit quoi? Ben voilà où on en est.
en Wallonie, mais croyez-moi, dans tout le reste de l'Europe également, ce sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés. En conclusion, ce serait bien que vous nous expliquiez ce qu'Ores fait, où vous nous dites on ne fait rien parce que finalement, ce n'est pas un problème de distribution. Sûrement pas. Et si on a compris que tout mon podcast c'était pour dire Ores ne fait rien, alors j'ai été mauvais. Sûrement pas. Tout simplement parce que ces clients, les 1000 là, dont je vous parlais tout, c'est les clients d'Ores. Hein. Et donc eux, et ils ont bien raison, ils s'adressent à Ores pour leur régler un problème. Donc nous sommes leurs partenaires. D'abord et avant tout, c'est ce que je dis sans cesse à mes équipes, d'abord et avant tout, avant d'être le partenaire du gouvernement, avant d'être le partenaire du régulateur, avant d'être le partenaire d'Elia, avant d'être le partenaire de je ne sais pas qui, vous êtes le partenaire de vos clients. Alors quand être le partenaire de vos clients, c'est être le partenaire de tous les autres, ben ça va, c'est facile. Quand être le partenaire de vos clients, c'est peut-être dire à Elia des choses pas sympas, c'est peut-être dire au régulateur des choses pas sympas, c'est peut-être dire au gouvernement des choses pas sympas. Votre boussole doit être le client et votre conflit de loyauté, vous devez le régler pour le client et en restant poli, en restant correct, vous devez dire ce qui ne va pas aux autres. Et donc, on doit faire notre métier à l'intérieur de cette question-là. Notre métier, je vous l'ai dit, pas investir dans des transfos, pas investir dans des lignes, ça n'est pas notre métier. Mais lorsque la puissance sera disponible, et l'IA y travaille, la principale chose qu'on peut attendre de nous, c'est que le raccordement le soit aussi disponible, qu'on ne dise pas « Ah, maintenant il y a de la puissance, ok, dans 2 ans on aura fait le raccordement ». Donc on doit là aussi anticiper de façon responsable. Moi je deviens vieux, il y en a peut-être qui écoutent et qui vont se dire « Ah oui, je me souviens, les grands travaux inutiles ». C'était M. Defossé sur la RTBF le dimanche, on s'embêtait en regardant le JT, donc il fallait bien trouver un truc pour faire rire les gens. On en riait, on n'aurait peut-être pas dû. Hein. Il nous montrait des ponts qui n'arrivaient nulle part. Hein, il y avait un pont qui était là, qui passait au-dessus d'un truc, mais il n'y avait pas d'autoroute à droite et il n'y avait pas d'autoroute à gauche. Donc, on avait investi dans le pont. Mais il va falloir faire un peu ça, si vous voyez ce que je veux dire. On va devoir anticiper et créer des ponts, mais essayer de faire en sorte que ces ponts ne bouffent pas tout l'argent disponible alors que les autoroutes ne sont pas encore là. Donc, il va falloir s'intégrer, d'où la coordination avec Elia, est quelque chose de très, très important. Premier élément. Donc il faut qu'on continue à accompagner la modernisation d'Elia pour ne pas devenir, nous, le problème. Ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Et puis, il va falloir faire vivre ces raccordements flexibles dont on vient de parler maintenant, ces profils, etc. Et ça, pour Ores, ça change fondamentalement la vie. On n'a jamais fonctionné comme ça. On a fonctionné avec du tout, partout, tout le temps, tout de suite. Donc, on a dimensionné nos infrastructures avec du tout, partout, tout le temps, tout de suite. Et là, maintenant, il va falloir qu'on change, qu'on permette à ce monde du pas tout, pas partout, pas tout le temps, pas tout de suite, à ce monde-là de se mettre en œuvre, de se mettre en marche de la façon la plus harmonieuse pour nos clients. C'est ça qui est attendu de nous. C'est pour ça qu'on met des compteurs digitaux, des compteurs communicants. On me dit souvent, mais pourquoi ce truc, c'est pour nous c'est pour violer notre vie privée, pour savoir à quelle heure on rentre. Pas du tout. Comment voulez-vous faire du pas tout le temps, pas partout, pas tout de suite, si vous ne pouvez pas mesurer le comportement de votre client? Donc ces compteurs communicants sont une façon très économique, très efficace de permettre ce nouveau monde. Sinon, on met des bandes au Carrefour Léonard qui ne servent à personne 90% du temps. Et j'ai envie de vous dire, et aujourd'hui, on est loin, 500 000 sur notre 1 500 000 parc de compteurs, 500 000 clients ont bénéficié d'un compteur digital. Fin 2029, on aura terminé cela. Mais ce n'est pas tout, ça ne se résout pas à des compteurs communicants. On a besoin d'équipes pour faire vivre ce nouveau monde. On a besoin d'équipements, de télécommunications, d'IT, pour faire ces nouveaux types de raccordements, pour faire vivre ces nouveaux types de contrats. Avant, la réponse à une demande était tellement simple. C'était oui ou non. Et à partir du moment où on constate que c'est plus souvent non que oui, on essaye d'inventer une troisième voie qui est oui à ces conditions-là. C'est ça qu'on essaye de faire. On a aussi besoin d'expertise, vous vous rendez bien compte. Ce monde-là, même si j'en parle, est-ce qu'on le connaît si bien ? Est-ce que quelqu'un, au fond, moi je regarde dans tous les pays s'ils ont déjà des recettes miracles qui fonctionnent. On est tous en train de tâtonner, on est tous en train d'essayer de l'inventer, on est tous en train de développer des expertises qui n'existaient pas et pour cause le problème ne se posait pas. On est tous en train de développer des expertises. C'est ce qu'on essaie de faire chez Ores. Et j'essaye de le faire professionnellement. On ne va pas le faire comme ça, comme on peut, de son mieux, comme on dit parfois. Ça ne marchera pas.
Il faut professionnaliser tout ça, les outils, les équipes, l'expertise, il faut professionnaliser tout ça. Trouver les profils les plus complémentaires, les moins gaspilleurs, c'est ça, hein, faire le maximum avec la ressource disponible, jusqu'à un jour essayer de le faire à l'intérieur d'une même journée. Allez, j'explique. Vous avez donné un profil à quelqu'un, vous avez donné un profil où vous vous dites, celui-là, il peut le faire, je suis confortable. Et puis, vous savez, parfois, dans la journée, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, il y a de la puissance qui se libère. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit peu plus de photovoltaïque ou un petit peu plus de vent. Peu importe, il y a de la puissance qui se libère. Ben, l'idée est de pouvoir donner de l'information à un client, pas un client résidentiel, on se comprend bien, mais un client qui a un process industriel qui peut s'adapter rapidement. Ben, si vous lui dites, écoute, dans 1 heure, tu vas pouvoir augmenter, ben, pour lui, il y a de l'argent là derrière, il y a une possibilité de faire mieux son business, etc. Ça devient important. Eh bien, c'est ça notre ambition, c'est de faire vivre ces contrats en ce compris à l'intérieur d'une même journée. Ça va nous prendre 1 an, ça va nous prendre 2 ans de mettre en place tous les outils chez nous, chez Ores, pour faire cela. Mais c'est ça notre ambition, nous voulons le faire de cette façon-là. Pas un petit peu, pas de notre mieux, au meilleur niveau, au meilleur standard. C'est ça que le client nous demande. Et il comprendra qu'on ne lui dit plus oui à tout, tout le temps, partout, tout de suite. Si on est capable de faire ça, c'est notre ambition. Fernand Griffenet, merci beaucoup. Donc on a bien compris que ce problème en tout cas cette résolution des problèmes de puissance, c'était pas qu'une question d'argent, mais quand même. Oui, retenez au fond que c'est un problème réel, ça c'est important, c'est un problème réel auquel on est confronté, c'est pas un petit problème. Les gestionnaires de réseau en ont pris la mesure et sont en train de faire des choses. Certaines choses vont prendre du temps et parce qu'elles vont prendre du temps, on essaye d'inventer des solutions qui nous permettent d'aménager ce temps-là parce que ce ne sera pas simple. J'espère qu'on a bien compris les responsabilités, pas les torts, pas les fautes, les responsabilités des uns et des autres. Et le dernier message que j'ai envie que les auditeurs retiennent, c'est qu'Ores veut l'appréhender professionnellement, anticipant, de façon responsable, mais cette notion de professionnellement, on ne va pas faire un petit quelque chose qui nous... Non, c'est un problème suffisamment important pour qu'il soit géré, j'ai envie de dire, de façon industrielle, de façon sérieuse, et c'est ce que nous faisons. On en reparlera prochainement. Bien sûr. Merci Fernand Griffenet. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Electron Libre. Si ces discussions vous a donné envie d'aller un peu plus loin, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et surtout, faites-nous part de vos réactions, de vos questions, de vos suggestions, de vos idées via le compte LinkedIn de Fernand Griffenet. On vous donne le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt.